Sous un ciel chargé, une alliance sahélienne a décidé d'accélérer son propre destin en rompant avec des années de dépendance stratégique. En quelques jours à peine, la décision de projeter une force conjointe de 5000 hommes, censée intervenir en moins de 72 heures, a bouleversé l'équilibre régional en révélant un contraste brutal entre ambition souveraine et moyens matériels limités. Mais si cette bascule rapide intrigue tant, c'est parce qu'elle pose une question directe. Que signifie vraiment, pour Ibrahim Traoré et ses pairs, une autodéfense assumée jusqu'au bout ? L'engagement sahélien ne se limite plus à une déclaration de rupture. Il s'agit désormais d'une promesse lourde, formulée au moment précis où les marges de manœuvre militaires, économiques et politiques restent étroites. La valeur centrale de cette promesse tient en 10 mots. Garantir la sécurité sans redevenir tributaire des puissances extérieures. Un objectif à la fois exaltant et redoutablement exigeant. Derrière cette ligne directrice se trouvent des enjeux stratégiques d'une ampleur rarement assumée par les trois capitales. D'une part, la création de la force de 5000 hommes doit convaincre que la région peut répondre aux crises avec plus de réactivité qu'auparavant. D'autre part, cette mobilisation illustre une volonté de consolider une souveraineté mise à l'épreuve par les sanctions, la rareté logistique et la lenteur d'approvisionnement. L'un des enjeux les plus pressants réside dans la capacité à maintenir, semaine après semaine, un niveau de coordination assez stable pour éviter les ruptures internes. C'est ici que la promesse devient risquée. La moindre faille pourrait remettre en cause la crédibilité entière du projet commun. Ce deuxième pivot plante ainsi les véritables stakes. Autonomie annoncée, mais fragilité persistante. La montée en puissance sahélienne n'a pas commencé par une réforme abstraite, mais par une révélation concrète. Dès 2023, le déploiement annoncé de 5000 soldats a montré que la région pouvait agir plus vite qu'on ne le supposait. Cette vitesse, inattendue même pour certains partenaires locaux, a servi de premier indicateur d'un basculement profond dans la logique de sécurité régionale. À partir de ce point tangent, un enchaînement cohérent s'est construit. La décision d'opérer sans l'attente traditionnelle des directives extérieures a transformé la gestion des crises, plaçant Bamako, Ouagadougou et Niamey dans un continuum d'action plutôt que de réaction. Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, cette transition représente moins un acte isolé qu'un changement de matrice, l'autodéfense devient la norme et non plus l'exception. Ce glissement opère dans une région longtemps marquée par la dépendance sécuritaire, où les interventions extérieures rythmaient chaque phase de stabilisation. Le Sahel, longtemps perçu comme un théâtre d'opérations géré depuis l'extérieur, cherche désormais à redessiner ses propres cadres de décision. Les premières patrouilles conjointes, les missions coordonnées et le choix d'ancrer la décision sur le terrain ont ouvert une dynamique nouvelle. Les officiers, conscients des limites matérielles, ont accepté d'opérer dans un environnement où chaque ressource compte, où chaque déplacement doit être optimisé et où chaque retard logistique peut modifier l'équilibre d'une opération. Cette réalité, faite de restrictions mais aussi d'opportunités, a rapproché les trois armées autour d'une même contrainte. Faire plus avec moins et montrer que la coordination locale peut produire des résultats mesurables. Dans ce contexte, la question initiale, celle de la capacité réelle à maintenir cette autonomie, trouve une première amorce de réponse. La cohésion naissante entre forces locales n'est pas un aboutissement, mais un commencement fragile dont dépendra l'évolution de toute la coalition. Les premiers signes tangibles de la nouvelle dynamique sahélienne n'ont pas émergé des états-majors, mais des unités déployées sur le terrain. Dans les camps proches de Bamako, de petites équipes mixtes ont été chargées de missions simples en apparence. Maintenir une route, sécuriser un convoi, tenir un point de passage, mais crucial pour tester la viabilité d'une coordination régionale encore fragile. Le rôle de guide, dans cette phase initiale, est revenu à des officiers intermédiaires, capitaines, lieutenants, chefs de patrouille. Ceux-ci, confrontés directement aux pénuries de matériel, ont dû improviser des solutions en exploitant au mieux les ressources disponibles. Leur approche pragmatique a permis de réduire l'écart entre les ambitions politiques et la réalité opérationnelle. Un exemple marquant provient d'un camp près de Bamako, où un jeune caporal a résumé la rupture d'état d'esprit « Avant, nous attendions des ordres venus de loin. Maintenant, nous suivons les nôtres ». Cette phrase
presque anodine, a servi de pivot psychologique à toute une génération de soldats appelés à redéfinir leur rôle dans la reconstruction de la sécurité locale. Les premières patrouilles conjointes ont montré que même une coordination minimale suffit à transformer la perception sur le terrain. Les habitants de plusieurs zones sensibles ont vu réapparaître une présence régulière, symbole de continuité, après des années marquées par des interruptions imprévisibles. Cette stabilisation précoce, bien qu'encore limitée, a rétabli un lien essentiel entre militaires et civils, celui de la fiabilité. Ainsi, les premiers guides de cette transition ne sont pas les architectes politiques, mais les opérateurs de terrain, ceux qui traduisent chaque directive en actes concrets. Et la question qui en découle reste simple. La cohérence naissante suffira-t-elle à soutenir la montée en puissance ? L'enchaînement des événements dans le Sahel commence par une décision pivot, assumer pleinement une sécurité internalisée, sans attendre l'appui extérieur qui, pendant des années, structurait toutes les réponses de crise. Cette bascule, rapide et volontaire, a été le point d'activation qui a propulsé la région vers une séquence d'actions successives, tendues mais révélatrices d'un changement d'air. Le déclenchement initial survient lorsque les 3 capitales conviennent de projeter une force conjointe de 5000 hommes, censée intervenir dans une fenêtre de 72 heures après l'alerte. Cette décision, annoncée alors que les stocks d'équipements manquaient encore, a servi de signal d'ouverture. La logique n'est plus d'attendre la garantie d'un matériel parfait, mais de construire une réactivité capable de fonctionner malgré les contraintes. Dès les premières semaines, les patrouilles coordonnées se multiplient, même si les moyens restent hétérogènes. Bamako déploie ses unités les plus mobiles, Niamey réaffecte des véhicules réparés en urgence, Ouagadougou repositionne ses segments frontaliers. Partout, la même idée domine. Occuper l'espace, montrer une présence, réduire les zones laissées à l'incertitude. La montée en intensité intervient lorsqu'une série de missions est menée simultanément dans des corridors stratégiques. Les armées, confrontées à des carences logistiques, récupèrent et réutilisent du matériel localement, établissent des postes avancés temporaires et renforcent des points de contrôle incapables auparavant d'assurer une surveillance continue. Les premières opérations conjointes en profondeur révèlent une tendance nouvelle. Les directives ne sont plus élaborées dans des bureaux lointains, mais directement sur le terrain. Ce déplacement du centre décisionnel modifie la dynamique entière. Les commandants intermédiaires prennent l'habitude de coordonner sans attendre des validations extérieures, ce qui réduit drastiquement les délais d'intervention. Dans ce flux accéléré, la mention d'une figure politique comme Ibrahim Traoré agit comme symbole d'un leadership qui veut aligner discours et action, donnant aux unités une légitimité supplémentaire pour assumer cette autonomie opérationnelle. Les habitants, de leur côté, perçoivent pour la première fois depuis longtemps une continuité dans la présence militaire. Les routes anciennement abandonnées deviennent praticables, des marchés rouvrent sur des créneaux élargis et les convois civils circulent avec moins d'appréhension. La contrepartie de cette montée en puissance apparaît dans les semaines suivantes. Les sanctions internationales ralentissent l'approvisionnement, les pièces de rechange manquent, les blindés tombent plus souvent en panne. Les unités doivent alors compenser l'usure rapide du matériel par des méthodes d'organisation plus souples. Redéploiement fréquent, mutualisation accélérée, rotation plus courte des équipes sur les zones sensibles. Chaque opération réussie renforce la cohésion interne, mais chaque retard logistique rappelle la vulnérabilité structurelle de la coalition. Cette tension entre réussite tactique et fragilité matérielle devient le fil conducteur des mois suivants. Malgré cela, la dynamique ne s'interrompt pas. Les patrouilles frontalières, autrefois sporadiques, deviennent régulières et certaines zones voient leur sécurité augmenter de manière perceptible. Les populations locales notent un changement. Même si les moyens sont limités, la volonté d'assurer une présence constante crée un effet stabilisateur. Cette séquence, faite de poussées rapides et de rééquilibrages successifs, montre que la nouvelle architecture sécuritaire repose sur un mouvement continu. Avancer malgré le manque, tenir malgré la pression, bâtir malgré l'incertitude. L'évolution de la coalition sahélienne peut être mesurée de manière précise
en observant 3 indicateurs essentiels qui témoignent d'un passage clair du concept à l'opérationnel. Le premier apparaît dès la phase de déploiement initial, lorsque la force conjointe annonce la mise en mouvement de 5000 soldats répartis entre les 3 armées. Ce chiffre, souvent cité comme symbole d'unité, représente surtout une masse critique nécessaire pour tenir plusieurs zones sensibles simultanément. Ce volume permet de couvrir des points stratégiques qui restaient auparavant vulnérables. Le second indicateur réside dans la capacité théorique d'intervention rapide, définie à 72 heures entre l'alerte et l'arrivée des unités sur le terrain. Cette fenêtre, ambitieuse dans un environnement logistique fragile, sert de référence pour structurer la chaîne de décision opérationnelle. Ce délai impose une organisation stricte afin d'éviter les ruptures pendant les crises soudaines. Le troisième indicateur provient des résultats visibles sur les frontières. Selon les rapports militaires locaux, les zones protégées ont augmenté d'environ 40% depuis la mise en place des patrouilles conjointes. Même si cette hausse reste partielle et fluctuante, elle constitue un signal mesurable de stabilisation progressive. Cette progression crée un sentiment de sécurité qui encourage le retour d'activité économique essentielle. À partir de ces 3 points d'appui, un tableau plus nuancé émerge. Le déploiement des 5000 soldats n'a jamais été uniforme. Certaines unités ont été mobilisées immédiatement, d'autres n'ont rejoint leur position qu'après des ajustements logistiques. Les armées ont dû composer avec un matériel incomplet, des véhicules récupérés localement et des stocks de munitions limités. Cela signifie que la masse annoncée et la masse réellement opérationnelle ne coïncident pas toujours, ce qui oblige à réévaluer la portée réelle de cet indicateur. De même, le délai théorique de 72 heures dépend fortement de la disponibilité des moyens de transport et de l'état des routes stratégiques. Lorsqu'une route est dégradée ou lorsqu'une colonne doit être révisée, la capacité d'intervention se dilate. Certaines opérations ont respecté la norme, d'autres ont démontré un écart tangible entre l'objectif et la réalité. L'intérêt de cet indicateur ne réside donc pas dans sa perfection, mais dans son rôle de référence structurante, incitant les états-majors à resserrer leurs procédures internes. Quant à l'augmentation de 40% des zones sécurisées, elle est significative, mais doit être replacée dans son contexte. Ces zones ne bénéficient pas toutes d'une protection continue, et leur stabilisation dépend de plusieurs facteurs saisonniers, politiques et matériels. L'indicateur reflète une dynamique positive, mais non linéaire. Il n'exprime pas une victoire complète, mais une progression qui peut être freinée dès que les sanctions affectent les pièces détachées, les carburants ou les capacités de communication. En croisant ces 3 mesures, un schéma d'ensemble se dessine. La coalition avance, mais avance sous contrainte. Les chiffres révèlent des progrès réels, mais aussi une dépendance persistante à des éléments logistiques difficiles à remplacer. Le défi des prochains mois sera de transformer ces indicateurs partiels en fondations stables capables de soutenir une montée en puissance durable. 2 visions opposées structurent aujourd'hui le débat autour de l'Alliance sahélienne, et chacune mérite d'être présentée dans sa version la plus solide pour mesurer la portée réelle du projet. La première vision, favorable, affirme que la coalition représente enfin une réponse cohérente à des années d'instabilité et de dépendance. Selon cette perspective, la création d'une force de 5000 hommes, l'établissement de patrouilles coordonnées et l'augmentation mesurable des zones sécurisées démontrent que les pays du Sahel ont franchi une étape vers l'autonomie stratégique. Les partisans de cette position insistent sur un point, la rapidité du déploiement, la prise de décision locale et la capacité à mener des opérations avec des ressources limitées constituent une preuve d'adaptation, voire de résilience institutionnelle. Pour eux, malgré les contraintes logistiques, la simple existence d'une coordination régionale active marque une rupture décisive avec les modèles précédents d'intervention extérieure. La seconde vision, plus sceptique, met en avant des arguments tout aussi solides. Les critiques soulignent que la coalition reste vulnérable tant que son infrastructure de défense demeure insuffisante et que les sanctions internationales paralysent l'approvisionnement en équipements essentiels. Dans cette lecture, les 5000 soldats annoncés ne constituent pas un indicateur de puissance, mais une façade masquant des difficultés structurelles. Véhicules vieillissants, communication instable, rotation épuisante des unités
et coopération interétatique encore fragile. Les analystes prudents rappellent également que les progrès observés, routes rouvertes, marchés dynamisés, points de contrôle renforcés, dépendent de facteurs localisés pouvant s'inverser rapidement dès que les pressions politiques ou logistiques se durcissent. Leur conclusion est simple: sans consolidation matérielle, le projet risque de s'essouffler malgré sa volonté affichée. Entre ces deux positions, la réponse la plus honnête repose sur une reconnaissance mutuelle. Les succès initiaux sont indéniables, mais les limites matérielles le sont tout autant. L'Alliance sahélienne n'est ni un triomphe garanti, ni un échec annoncé. Elle se situe dans un entre-deux mouvant, où chaque avancée doit être confirmée et chaque fragilité anticipée. Le véritable enjeu consiste à faire évoluer cette zone grise en direction d'une structure durable capable de convertir les premiers acquis en architecture de sécurité pérenne. Au milieu de la montée en puissance sahélienne, un élément jusqu'ici sous-estimé se révèle. Le centre de gravité décisionnel a glissé du niveau diplomatique vers le terrain opérationnel. Ce changement discret mais déterminant transforme autant la méthode que la finalité des opérations. Dans plusieurs zones frontalières, des commandants locaux prennent désormais des initiatives qui, auparavant, étaient systématiquement renvoyées vers des échelons extérieurs. Ce déplacement du pouvoir d'arbitrage crée une dynamique nouvelle, plus réactive, mais aussi plus risquée. Pour les observateurs régionaux, cette inflexion constitue un tournant que même les soutiens de l'Alliance n'avaient pas anticipé. Elle traduit une adhésion réelle des unités à l'idée d'autonomie sécuritaire promue par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, mais elle expose également la coalition à un défi supplémentaire: préserver la cohérence stratégique alors que la latitude opérationnelle augmente. Dans ce contexte, les patrouilles coordonnées deviennent plus qu'un simple outil de surveillance. Elles servent de banc d'essai à une gouvernance militaire décentralisée. Les résultats visibles, mobilité accrue, réaction plus rapide, meilleure connaissance du terrain, confirment que le midpoint de la transition ne se situe pas dans un chiffre ou un discours, mais dans la manière dont les décisions sont prises et assumées. Cette révélation, en apparence technique, reconfigure la suite du récit. Dans plusieurs localités longtemps marquées par l'insécurité, la réapparition régulière de patrouilles conjointes a permis aux habitants de retrouver une forme de continuité dans leur vie quotidienne. Là où les routes étaient autrefois désertées, les déplacements reprennent progressivement et les marchés rouvrent à des horaires plus stables. Ce retour à une activité minimale crée un sentiment de respiration après des années de rupture. Même si la situation reste précaire, de nombreuses familles témoignent d'une perception nouvelle. La présence militaire, même modeste, réduit l'incertitude immédiate qui rythmait chaque journée. Les effets sur l'économie locale se révèlent dans le redémarrage de circuits commerciaux qui étaient interrompus par les attaques et les barrages improvisés. Des commerçants, notamment dans les zones frontalières du Mali et du Niger, constatent que la sécurisation progressive des corridors stratégiques permet d'acheminer des marchandises avec moins de pertes et de retards. Certaines petites entreprises, jusque-là paralysées, recommencent à investir dans le transport ou l'approvisionnement régional. Mais cette reprise reste fragile. Une panne logistique, une sanction supplémentaire ou la perte d'un point de contrôle peut rapidement neutraliser les gains enregistrés. Pour les administrations locales, l'effet le plus notable réside dans la capacité de reprendre un minimum de fonctionnement institutionnel. Là où les postes de police, les antennes administratives ou les services sociaux avaient fermé, certains rouvrent grâce à la réduction relative des zones de menace. Cette présence administrative renouvelée permet d'établir un contact direct avec les populations, donnant aux autorités un levier pour restaurer la confiance. C'est également dans ce cadre que l'approche impulsée par des dirigeants comme Ibrahim Traoré trouve son écho. L'autonomie sécuritaire s'accompagne d'une reconquête progressive de l'espace institutionnel. Les zones frontalières, historiquement les plus exposées, bénéficient de manière perceptible de la coordination militaire régionale. L'augmentation estimée de 40% des zones sécurisées, bien que variable selon les régions, a permis de renforcer les points de passage et de réduire les zones inaccessibles. Les communautés frontalières, souvent isolées, voient revenir des convois humanitaires et des échanges commerciaux modestes. Toutefois, ces avancées
demeurent en tension permanente avec les limites matérielles. Une rupture d'approvisionnement ou un incident isolé peut rapidement inverser la dynamique. À travers ces 4 groupes, un constat se dégage. Les effets réels de l'alliance sahélienne sont bien présents, mais reposent sur un équilibre délicat entre gains ponctuels et fragilité persistante. La question n'est plus seulement de savoir si les progrès existent, mais si cette trajectoire ascendante pourra être consolidée dans la durée. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la trajectoire de l'alliance sahélienne peut se décliner en 3 scénarios distincts, chacun reposant sur les mêmes variables: disponibilité logistique, cohésion politique, capacité à maintenir le tempo opérationnel, mais évoluant selon des combinaisons différentes. Ces projections ne cherchent pas à prédire, mais à tracer les contours possibles d'une dynamique encore en formation. La coalition parvient à conserver une stabilité relative, sans progrès spectaculaire, mais sans effondrement majeur. Les patrouilles régulières se poursuivent, même si les retards d'approvisionnement ralentissent certaines opérations. Les administrations locales restent ouvertes dans une partie des zones sécurisées, permettant aux marchés et aux services essentiels de fonctionner. Les avancées sont modestes, parfois même stagnantes, mais la structure générale tient grâce à une coordination minimale et un engagement constant des unités sur le terrain. Ce scénario représente une continuité prudente, où le Sahel maintient une forme d'autonomie opérationnelle sans atteindre une consolidation durable. Ici, la dynamique actuelle se renforce nettement. Les infrastructures critiques, routes, postes de contrôle, centres administratifs sont consolidés grâce à une meilleure organisation interne et à un partage plus efficace des ressources. Les patrouilles deviennent plus régulières, les zones sécurisées s'étendent et les échanges commerciaux se densifient dans les corridors clés. Les coopérations administratives se structurent davantage, permettant un retour progressif de l'activité institutionnelle. Ce scénario dessine un Sahel capable non seulement de se défendre, mais aussi d'esquisser les fondations d'un développement régional autonome. Les progrès, visibles et soutenus, donnent une crédibilité accrue au projet. La coalition s'essouffle sous l'effet combiné des sanctions, des pénuries logistiques et des tensions internes. Les équipements se dégradent plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés, les patrouilles se raréfient et certaines zones retombent dans l'instabilité. Les administrations doivent à nouveau fermer ou réduire leurs services et les marchés locaux perdent le bénéfice de la stabilisation initiale. La fragmentation politique entre États, exacerbée par des priorités divergentes, pourrait entraîner un délitement progressif de la coopération. Dans cette hypothèse, la région reviendrait à une dépendance accrue envers les appuis extérieurs, remettant en cause les efforts accomplis. Au-delà de ces 3 trajectoires, une recommandation commune émerge. Penser en termes de conditions plutôt que de certitudes. Si la région renforce ses mécanismes internes, logistique, coordination, gouvernance locale, les scénarios favorables deviennent plus plausibles. A l'inverse, chaque fragilité non traitée peut faire basculer la dynamique vers les issues les plus défavorables. Les transformations à l'œuvre dans le Sahel ne se résument pas à des mouvements militaires ou à des décisions institutionnelles. Elles touchent directement la manière dont les individus, les familles et les communautés vivent et se projettent dans leur propre avenir. Pour de nombreuses personnes, la stabilisation progressive de certaines zones représente plus qu'un simple changement de contexte sécuritaire. Elle constitue une reprise, même partielle, du contrôle sur leur quotidien. Dans les villages qui ont vu réapparaître des patrouilles régulières, les habitants redécouvrent la possibilité de planifier des activités simples, aller au marché sans hésiter, envoyer les enfants à l'école sans craindre une fermeture soudaine, se déplacer pour travailler ou cultiver sans anticiper une menace immédiate. Ce retour d'une forme de régularité donne un ancrage émotionnel essentiel, un sentiment de continuité longtemps absent. Pour les jeunes, longtemps confrontés à l'incertitude ou au déplacement forcé, la présence plus visible d'autorités locales et de services administratifs représente un repère. Ces ouvertures progressives ne suffisent pas encore à créer une prospérité durable, mais elles offrent des signaux auxquels se raccrocher. Les témoignages de certaines familles montrent que même un léger recul de l'instabilité modifie la perception du futur. Un espace de projection réapparaît. Enfin, pour les travailleurs, commerçants ou transporteurs, la sécurisation partielle de certains axes
transforme la manière d'envisager le lendemain. Chaque trajet effectué sans incident devient une validation concrète du changement, une preuve que le risque peut décroître là où une coordination cohérente s'installe. L'ensemble de ces ressentis révèle une réalité simple. Les progrès du Sahel ne se mesurent pas seulement en chiffres, mais dans la façon dont les personnes réapprennent à espérer et à se reconstruire. La consolidation de l'Alliance sahélienne nécessite une méthodologie claire, articulée en étapes immédiatement applicables et mesurables. Voici une feuille de route en 4 mouvements, conçue pour assurer une montée en puissance qui ne repose pas uniquement sur les intentions, mais sur des actes concrets. Les commandants de terrain doivent unifier les protocoles d'alerte afin de réduire les écarts entre les unités. L'objectif est d'obtenir une réactivité stable dans les délais critiques. La mesure repose sur la capacité à tenir les fenêtres d'intervention définies par les états-majors. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso doivent mutualiser leurs stocks essentiels, carburant, pièces détachées, équipements réparés localement pour limiter l'impact des sanctions. L'indicateur principal est la réduction des ruptures logistiques dans les patrouilles hebdomadaires. Les administrations les doivent rouvrir de manière progressive les postes dans les zones stabilisées, même partiellement. Cette présence institutionnelle sert de socle à la réorganisation sociale. La mesure consiste à suivre le nombre de services rétablis et leur fréquence d'accès. Les dirigeants, dont la ligne politique inclut des figures comme Ibrahim Traoré, doivent maintenir un cap clair pour éviter les divergences entre capitales. Cette harmonisation donne aux forces locales un cadre cohérent. L'indicateur clé réside dans la continuité des décisions trimestrielles et leur mise en œuvre sur le terrain. L'application rigoureuse de ces étapes ne garantit pas une stabilité parfaite, mais elle permet d'ancrer la progression dans des mécanismes concrets plutôt que dans des déclarations d'intention. Au terme de cette trajectoire encore inachevée, une image demeure, celle du jeune caporal aperçu dans un camp près de Bamako, affirmant qu'il suivrait désormais les ordres venus de son propre pays plutôt que ceux dictés de l'extérieur. Cette phrase, simple mais incisive, résume l'élan intérieur qui traverse aujourd'hui le Sahel. Dans le fil des événements, cette voix isolée s'est transformée en symbole d'un repositionnement plus large, où chaque unité, chaque administration locale, chaque communauté cherche à reconstruire un espace de décision qui lui appartient. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette évolution représente moins un slogan qu'un engagement à long terme, fragile mais réel. Sur les routes rouvertes, dans les marchés réanimés par une fréquentation prudente, dans les postes administratifs où les dossiers s'empilent à nouveau, quelque chose d'inédit se révèle. La région tente de réapprendre à se tenir debout par ses propres moyens. Ce mouvement n'est ni linéaire ni garanti, mais il porte une note de résolution. Et cette note pourrait tenir en quelques mots. Une région avance lorsqu'elle ose se réinventer. Le Sahel entre dans une phase où chaque geste, chaque décision locale, chaque reprise de services publics compte plus que les grands discours. Cette transformation encore fragile repose autant sur l'action collective que sur la capacité des communautés à soutenir des initiatives qui renforcent leur propre autonomie. Dans les villages comme dans les villes, les habitants découvrent que la stabilité ne se construit pas uniquement avec des patrouilles ou des infrastructures, mais aussi par l'implication quotidienne de ceux qui vivent les réalités du terrain. Les commerçants, les familles, les jeunes et les travailleurs contribuent chacun à leur manière à consolider les espaces rouverts où la vie civile reprend forme. Si cette dynamique doit se prolonger, elle aura besoin d'un soutien éclairé, d'un dialogue ouvert et d'un intérêt réel pour les évolutions en cours. C'est ici que votre rôle intervient. Observer, comprendre, questionner et encourager les démarches locales qui favorisent une montée en puissance durable. Alors une question demeure, simple mais essentielle. Que pouvons-nous faire à notre échelle pour accompagner cette transition vers une stabilité choisie plutôt que subie ?